Ici, la voix de l'Amérique. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici les titres de votre journal. Jean-Pierre Bemba libéré. Consternation du côté des victimes centrafricaines de ces milices. La CPI qui lui accorde la liberté provisoire alloue par ailleurs un fonds aux victimes. Affaire du navire humanitaire Aquarius, joute diplomatique entre l'Italie et la France. Les migrants ont été transbordés pour leur sécurité. Accord de Sentosa entre le président Trump et le dirigeant nord-coréen Kim. Le Congrès américain divisé, pessimiste et critique. Et oui, à moins de vivre dans un ashram ou sous une roche, difficile d'éviter cet événement pour les jours à venir et pendant un mois. La Coupe du Monde 2018, Russie 2018, dont le coup d'envoi sera donné demain. Et Yacouba Ouedraogo sera notre guide et notre analyste à travers la compétition. Bonsoir Yacou. Bonsoir Anna et bonsoir à vous, amis sportifs. Alors on va évidemment parler de cette Coupe du Monde, mais d'abord les lauréats, les gagnants, ceux qui vont organiser la Coupe du Monde 2026 sont connus. Tout à fait, Anna, et on va revivre la proclamation officielle des résultats par le président de la FIFA, Gianni Infantino, et on revient sur ce plateau. Donc nous avons un gagnant pour l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Le trio États-Unis, Canada, Mexique a été élu pour accueillir la compétition. To host the 2026 FIFA World Cup. Thank you. Le trio nord-américain, États-Unis, Canada, Mexique, donc, a été désigné par les fédérations membres de la FIFA avec 134 voix Anna contre 65 seulement pour le Maroc. Les États-Unis, le Canada et le Mexique vont donc accueillir la toute première Coupe du Monde à 48 équipes. Et pour le Maroc, il s'agit de son 5e échec après les revers de 94, 98, 2006 et 2010. Le Maroc qui a quand même une chance de se consoler et ce dès maintenant. L'idée serait de réussir son mondial 2018. Tout à fait, et donc tout n'est pas encore perdu. La tâche s'annonce bien évidemment difficile pour les Lions de l'Atlas qui devront batailler dur face au Portugal, l'Espagne, deux monstres, mais bien avant, dès vendredi, ils ne devront pas se louper devant l'Iran pour leur entrée en lice dans ce groupe B1 dit groupe de l'abord. Mais certains supporters restent tout de même optimistes. Ils croient que le Maroc a ses chances et sans doute le Royaume chérifien va les saisir. Et la plus grosse performance, on va le rappeler, du Maroc au mondial remonte à 1986 où il a été 8e de finaliste. Le Royaume chérifien est à sa 5e participation. Donc après 1970, 1986, 94 et 98. Et donc le Maroc a échoué 5 fois dans sa volonté d'accueillir la Coupe du Monde et pour sa 5e aussi participation. Et donc espérons que ce chiffre apporte bonheur. Et dans le cadre donc de leur préparation, les Marocains ont fait match nul blanc face à l'Ukraine avant de s'imposer une semaine après face à la Slovaquie 2-1. Ils ont fini en beauté en s'imposant 3-1 devant l'Estonie. Le Maroc qui reste jusque-là invaincu en 2018 ans. Eh bien, dites donc, je sens que je vais apprendre beaucoup de choses. C'est très impressionnant et comme vous l'avez dit, événement spécial, dispositif spécial. Impressionnant et incontournable. On vous retrouve demain, évidemment, pour en parler. Yacouba Ouedraogo, merci. Merci à vous et bonne suite de journal. Une actualité beaucoup moins festive à présent. L'ancien président congolais Jean-Pierre Bemba, acquitté en appel de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, a quitté le centre de détention de la Cour pénale internationale. En liberté provisoire, M. Bemba attend la décision de la CPI dans une autre affaire où il est accusé de subornation de témoins. Les victimes de ces milices dénoncent une trahison, ce qu'elles vivent comme une trahison de la Cour pénale internationale. Des précisions, Irénée Hermanumbo. Jean-Pierre Bemba libre, c'est la joie dans le rang de ses partisans et une grande déception du côté de ses victimes. Il y a ma fille qu'ils ont violée parce qu'elle voulait fuir ensemble avec moi, mais ils l'ont prise et puis ils l'ont violée. Ça m'a vraiment écœuré. Je ne pourrais pas vous citer aussi d'autres cas des voisins qui avaient subi
le même sort. Nous pensons que Bemba devait encore augmenter son peine. L'ancien vice-président doit traverser la frontière pour rejoindre son épouse et ses 5 enfants installés en Belgique, selon ses avocats. Pour ses victimes et parents de victimes encore dans la psychose, cet acquittement de l'ancien chef de guerre, responsable du mouvement de libération du Congo, met en cause la crédibilité de la CPI, même si Bemba n'est pas intégralement libre et attend un autre jugement. Nous croyons qu'ils sont en train d'encourager les criminels, les grands criminels tels que les Ali Daras et les Noureddin et les consomment là. Ils tuent, ils pillent, ils violent, ils font tout dans le pays et par la suite on va dire qu'ils ne sont pas coupables. C'est une manière de d'humilier, nous les Centrafricains. Les victimes évaluées à plus de 5000 attendent des réparations. Un fonds a été créé à cet effet. Reste maintenant à connaître les modalités d'indemnisation. La question d'éventuels recours se pose toujours. Alors, libération du chef des miliciens d'une part, $1 million pour les victimes d'autre part. Tâchons de comprendre la dynamique de la CPI dans cette affaire avec Yvan Yenda, analyste spécialiste de géopolitique. Bonsoir Yvan. Bonsoir Hana. Et merci d'être avec nous. Alors, tout de suite, comment comprendre cette double action de la CPI? D'un côté, M. Bemba qui est acquitté en liberté provisoire, précisons-le. De l'autre, l'annonce d'un fonds d'1 million via le fonds pour les victimes. Bon, en fait, c'est une très bonne question. Et moi, je voudrais commencer par dire la libération de M. Bemba ne veut pas dire que les crimes n'ont pas été commis et justice ne devait pas être rendue aux victimes. Et sur ce, avec premièrement sa libération, on peut analyser ça de deux points. Premièrement, c'est que ça montre au moins le fonctionnement juridique de la Cour pénale internationale qui, depuis longtemps, était condamnée ou accusée d'être politisée. Mais au deuxième niveau, cela pose exactement le problème de timing et à un certain moment, les gens pensent que c'est un mouvement plus politique que juridique. Et je vais un peu aller plus loin maintenant avec cette question d'indemnisation. Je pense que $1 million, ce n'est pas aussi suffisant pour 5000 personnes. En effet, les premiers essais avaient été établis depuis 2013, mais on n'a pas eu à indemniser les victimes parce qu'à l'époque, on avait relevé un fait de sécurité. Maintenant, ma grande question qui reste à se poser, est-ce que ces mesures sécuritaires sont maintenant mises en place pour permettre que l'indemnisation des victimes soit faite d'une manière inclusive et objective? Alors, 10 ans pour décider, Yvan, que finalement l'accusé ne peut être tenu responsable des actions de ces milices. Ça pose véritablement la question de la crédibilité de la CPI, non? Définitivement, ça pose une question institutionnelle de sa crédibilité. Ça montre qu'au sein de la CPI, il y a eu peut-être pas trop de sérieux en termes d'enquête et en termes de la manière dont la justice devait s'être donnée. Mais cependant, ça donne aussi un poids à la CPI dans le sens que les institutions sont en train d'être reformées et sont en train de devenir de plus en plus libres par rapport à des pressions politiques extérieures qui étaient pendant longtemps sur l'institution. Quel recours alors pour les victimes, selon vous? Bon, selon moi, je pense qu'il y a deux mécanismes qui doivent être mis en place. Premièrement, on doit être sûr que la CPI a des mécanismes concrets et pratiques sur terrain qui vont faciliter cette indemnisation. Et deuxièmement, c'est que la République centrafricaine doit travailler sur ces institutions parce que, qu'on le veuille ou pas, cette indemnisation ou la restitution de la justice doit se faire au niveau local. Ainsi, je pense que la accountability, comme on le dit en anglais, et le recours des victimes serait fait en deux niveaux. Premièrement, au niveau des institutions locales et deuxièmement, au niveau de la CPI qui doit, d'une manière ouverte, concrète et claire, dire comment elle veut ou elle va devoir procéder. Transparence à cette... de la CPI, on a bien compris votre analyse, Yvan Yenda. Merci. Je rappelle que vous êtes spécialiste de géopolitique. Vous nous répondiez depuis la Caroline du Nord. Merci pour votre temps. Merci beaucoup.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, a évalué la riposte contre l'épidémie d'Ebola hier soir au siège de l'organisation à Kinshasa. Monsieur Ghebreyesus a notamment évoqué les mesures prises pour éviter la propagation du virus en République centrafricaine voisine, ainsi que les retombées positives du vaccin RVS-Zebov. Je suis de retour pour voir les progrès réalisés sur le terrain et, comme vous le savez, la situation s'est améliorée de manière significative. Beaucoup de progrès sur plusieurs plans, logistique des opérations, management des cas. The logistics or the operation is going really well. Case management is going well. Contact tracing is going well. And vaccination. Nous avons vacciné plus de 2200 personnes au jour d'aujourd'hui. Tout se passe vraiment comme prévu et la situation sur le terrain est vraiment meilleure. La Cour constitutionnelle du Togo a appelé le gouvernement et la commission électorale à organiser des élections législatives d'ici la fin de l'année, comme le prévoit la constitution togolaise. Le contexte est toutefois peu propice. Le dialogue politique censé sortir le pays de la crise qu'il traverse depuis un an s'enlise. L'opposition a d'ailleurs dénoncé l'appel de la Cour constitutionnelle lancé avant qu'elle ait pu désigner ses représentants à la CENI, qui selon elle doit être rééquilibré dans le cadre des réformes institutionnelles prévues par le dialogue. Fin de l'état de catastrophe naturelle en Afrique du Sud. Il avait été décrété mi-février en raison de la sécheresse historique qui frappait la région du Cap. Au prix d'une réduction drastique de sa consommation, la deuxième mégapole sud-africaine a réussi à éviter de justesse le très redouté jour zéro où l'eau devait être coupée des robinets. Ces dernières semaines, la région du Cap a bénéficié, il faut le dire aussi, d'importantes précipitations saisonnières. Dans l'affaire du navire Aquarius, l'Espagne s'est portée volontaire pour accueillir les migrants secourus en mer par le bateau humanitaire. Mais la mini-crise diplomatique continue entre la France et l'Italie. Le ministre de l'Intérieur italien exige des excuses et appelle la France à faire preuve de générosité. Le point avec Blanche Sanou. Depuis 2013, l'Italie a accueilli près de 700 000 migrants débarqués sur ses côtes. Un chiffre énorme pour le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, qui accuse les Européens d'avoir laissé l'Italie seule face à la crise migratoire. Le président français Emmanuel Macron a dénoncé mardi la part de cynisme et d'irresponsabilité du gouvernement italien dans cette affaire du navire Aquarius. Une déclaration qui a fait monter la tension entre les deux pays. L'ambassadeur français en Italie a été convoqué aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'un match de foot entre l'Italie et la France comme la Coupe du Monde dont nous sommes exclus. Le problème, c'est notre histoire de solidarité, de générosité et de volontariat qui est en train d'être traînée dans la boue avec des propos mal placés de certaines personnes dans le gouvernement français. J'espère recevoir une excuse officielle pour ces termes dans les plus brefs délais. Sauvés au large de la Libye entre samedi et dimanche, ces migrants, dont 7 femmes enceintes, 11 enfants à bas âge et 123 mineurs isolés, vont être transférés du navire humanitaire Aquarius vers 2 autres navires italiens. Cette opération a débuté dans l'après-midi avec un premier transbordement de 90 personnes sur un total prévu de 500. Ces bateaux naviguent actuellement vers le port espagnol de Valence, où ils devraient arriver au plus tôt samedi soir. De toute évidence, les services de santé seront renforcés pour que les femmes enceintes ainsi que les personnes ayant des problèmes de santé puissent recevoir des soins. L'Italie attend les excuses et le respect des engagements du gouvernement français. Sinon, la rencontre entre Macron et Conté ce vendredi sera annulée. Et cette nouvelle du Yémen, les forces pro-gouvernementales appuyées par les Émiratis et les Saoudiens ont lancé ce mercredi une offensive sur le port stratégique de Hodeïda, contrôlé par les rebelles. L'ONU a mis en garde contre cette offensive qui pourrait interrompre l'approvisionnement de millions de personnes dans le pays, dont une partie est au bord de la famine. Vous regardez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique. Nous sommes en direct de Washington.
Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Vous regardez Le Monde aujourd'hui. Tout de suite, les titres. Albinos, une tragédie africaine. À l'occasion de la Journée internationale de l'albinisme, Kumba Makalou, directrice de la fondation Salif Keita pour les albinos, sera avec nous. À la rencontre de Janvier Alfred Ngalé, le premier avocat aveugle du Cameroun, VOA l'a suivi à Douala, de la cour à son cabinet. Également dans ce journal, le premier ramadan d'un musulman converti à l'islam par amour, Jeremy Randall s'est confié à notre reporter sur les difficultés qu'il rencontre et tente de surmonter. Mercredi, jour de technologie dans Le Monde aujourd'hui. Bonsoir Arzouma Compaoré. Bonsoir Anna. Quelles sont les dernières nouvelles? Avec quoi ouvrez-vous cette Afrotech? Alors ça bouge et ça bouge plutôt bien dans le monde de la tech africaine. En témoigne la vague de conférences et de sommets. Le mois dernier seulement, c'est Afrobyte qui vient de refermer ses portes la semaine dernière à Paris. Selon les participants, cette troisième édition a rempli toutes ses promesses puisque la quasi-intégralité des écosystèmes tech africains y était représentée. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir? Premièrement, loin d'être une conférence, c'est un véritable marché où les participants développent des opportunités d'affaires. On a aussi parlé d'assistance vocale qui, avec l'intelligence artificielle, pourrait devenir la solution d'inclusion en Afrique. Alors, selon les chiffres de l'agence GSMA, il y a 625 millions d'utilisateurs uniques de téléphones mobiles en Afrique, et ce qui représente un marché qui attire de plus en plus les 200 opérateurs de téléphonie mobile actifs sur le terrain. Formidable. Focus de la semaine, Arzouma. Focus de la semaine, focus plutôt sur un mot cette semaine. Alors, le mot bot, c'est un nouveau mot qui est à la mode. Ce sont des logiciels automatisés de conversation qui seraient les nouvelles applis ou même l'avenir du web. Explication. Bot, c'est la contraction par aphérèse de robot. Et sur Twitter ou Facebook, les bots font parler les machines. Un bot, c'est un logiciel conçu pour exécuter une tâche. Certaines tâches sont bonnes, comme lancer des alertes de sécurité publique, répondre aux services clients ou planifier la publication d'un contenu. D'autres tâches sont plutôt douteuses, comme diffuser de fausses informations, gonfler le nombre de suiveurs en ligne ou truquer des enquêtes en ligne. Il est possible d'utiliser des sites internet pour analyser les comptes en ligne pour détecter la connexion à une personne ou à un bot. Alors, il faut dire que si aujourd'hui les bots séduisent les grandes marques qui, grâce à eux, peuvent automatiser leur interaction avec les clients, cette utilisation reste quand même limitée à cause justement des enjeux autour de la vie privée et aussi de la sécurité. Évidemment, et puis il faut pouvoir bien distinguer le bon grain de l'ivraie, c'est pas forcément évident, sauf quand on s'appelle Arzouma Compaoré, bien évidemment. Peut-être. Folie d'invention maintenant. Attention, les yeux, les oreilles, qu'est-ce qu'il faut faire là? Oui, on parle d'application. C'est une folie d'application ou comment briser la barrière de la langue en transformant son smartphone en un traducteur instantané de conversation. Alors, de nombreux sites internet et applications permettent désormais de le faire. Say Hi est une des applications disponibles sur Android. Et je vous propose de faire un petit test. Il est venu avec le jouet. Le retour direct pour le voir, mais je vais vous proposer de me dire une phrase en français et puis on va demander à l'application de nous traduire ça de façon instantanée. On va choisir... Alors d'abord, faisons une petite mise en situation. Oui. Je suis allée en Italie. En Italie, donc on va aller en Italie. D'accord, dans un palais, rêvons, dans un palais italien, et je suis invitée à un dîner somptueux. Et à côté de moi, monsieur italien est assis, et je voudrais simplement lui dire, parler plusieurs langues est utile. Je peux dire ça? Vous pouvez le dire, alors on va lui demander de nous Et donc comme je ne sais ça. pas le dire en italien, je lance l'application que je programme, qui est donc déjà sur mon téléphone. Je m'approche de mon téléphone et je dis tout fort devant le micro, je dis
donner une seconde que je puisse lancer ça. Je vais donner cette phrase-là et toutes celles qui me viendront à l'esprit. Tout à fait. Alors, on a un petit glitch au niveau de... Un petit glitch informatique. Alors, en tout cas, ce qui se passe habituellement, quand il n'y a pas de glitch, je me mets en face de mon téléphone et je dis la phrase que je veux. Parler plusieurs langues est utile. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, une fois que vous avez dit ça, le logiciel va reconnaître et traduire et de mot à mot ce que vous avez dit. En combien de temps? De comprendre, c'est une question de secondes. Une poignée de secondes. Une poignée de secondes. Et ce qu'il va dire ensuite vous permet de communiquer avec la personne. Donc, il va retranscrire, traduire justement exactement ce que vous avez dit, que ce soit en italien, si vous avez choisi la langue italienne, que ce soit en arabe, par exemple. Et vous pouvez aussi... Et Lingala, il y a option Lingala dedans? Il y a du Kiswahili par contre. Pour l'instant, dans cette application, il n'y a pas de Lingala. Faites quelque chose, Arzouma, écrivez-leur, dites-leur. Mais je pense que bon, c'est quelque chose qui est très Wolof, pratique. Lingala. Même si la traduction n'est pas totalement fidèle à chaque fois, on est quand même en mesure de communiquer avec la personne qui est en face de nous. Et ça, je trouve que c'est quand même ingénieux. Et de plus en plus, il y a ces petits gadgets qui sont sur le marché comme Ili, d'autres reconnaîtront ces gadgets, qui permettent justement d'utiliser cette fonctionnalité de traduction instantanée pour communiquer maintenant avec... On a bien compris que vous êtes fan. On a bien compris que vous êtes fan d'Arzouma Compaoré. Ingénieux, c'est un mot qui lui va bien. Arzouma Compaoré revient la semaine prochaine, évidemment, mercredi. Dans Afrotech. Tout de suite, un homme pour qui handicap ne rime pas avec obstacle insurmontable. Janvier Alfred Ngalé est avocat et il est aveugle. Fraîchement inscrit au barreau de Douala, il souhaite utiliser sa plateforme pour défendre les droits des autres personnes handicapées. Ce reportage est dit par John Linden. Janvier a perdu la vue quand il avait 3 ans. Aujourd'hui âgé de 37 ans, il a récemment obtenu son diplôme à l'école de droit de Douala. Il est aussi membre du barreau, plaidant des cas dans les tribunaux du pays. Chaque matin, Janvier se rend au palais de justice, armé de sa canne et de son ordinateur, se faufilant dans les rues bondées avec une relative facilité. Mais son parcours dans cette profession n'a pas été facile. Aujourd'hui, il veut utiliser sa position durement acquise pour aider les autres personnes handicapées. Les droits des personnes handicapées au Cameroun, c'est un problème qu'il faut absolument, un problème auquel il faut trouver des solutions. Donc j'estime qu'en devenant avocat, je pourrais être à l'avant-garde pour la défense des droits des personnes vulnérables, précisément les personnes handicapées. Le handicap de Janvier peut poser problème lorsqu'il s'agit de défendre une cause, par exemple lorsque des documents de dernière minute sont soumis au tribunal. Pourtant, pour contourner de tels obstacles, il s'est mis à apprendre des textes juridiques par cœur. Il est très utile pour notre cabinet parce que cette façon de pouvoir maîtriser les textes est très importante. En tant que premier avocat aveugle du Cameroun, Janvier envisage d'ouvrir son propre cabinet à l'avenir et espère inspirer d'autres personnes handicapées à suivre la carrière de leurs rêves. Jeremy Randall s'est converti à l'islam peu de temps avant son mariage, le mois dernier. Les jeunes mariés installés en banlieue de Washington ont commencé leur premier ramadan, ont observé leur premier ramadan 2 jours après leur retour de lune de miel. L'engagement de l'époux envers sa nouvelle foi est en phase de test. Ce reportage de Betty Ayoub est dit par Dili Diko. Dans une maison traditionnelle de la banlieue du Maryland vit une famille pas comme les autres. Le ramadan cette année est un challenge pour ces nouveaux mariés. C'est le premier ramadan de Jérémy en tant que musulman. Je me suis converti à la religion musulmane il y a 3 mois. C'était un long processus. J'ai été élevé en tant que chrétien et j'ai dû apprendre à découvrir l'islam. Mais mes meilleurs professeurs étaient ma femme et sa famille. Je jeûne depuis que j'avais son âge. Pouvoir jeûner si rapidement, c'est impressionnant. Vous savez, ce n'est pas si simple ni facile. Ce qui était le plus difficile pour moi, c'était de me convertir et arriver à un point où je me sentais assez confiant dans notre relation pour aborder le sujet avec mes parents. Mais ils ont bien accepté la situation, c'est sûrement dû au fait qu'ils aiment Ariam.
Jérémy s'est converti à l'islam le 17 mars au centre islamique du Maryland. Selon le centre de recherche Pew, 9% des Américains convertis à l'islam affirment que la raison principale de leur conversion était le mariage. Vous savez, demander à quelqu'un de se convertir est une grande responsabilité. Et informer sa famille était quelque chose de terrifiant pour moi. Mais comme il a précisé, ils étaient très favorables, sachant qu'on serait tous les deux entre de bonnes mains. Jérémy est veuf. Sa première femme, la mère de Jeremiah, est décédée d'un cancer il y a 5 ans. On n'était que tous les deux. Et quand j'ai fait la connaissance d'Ariam, j'ai su immédiatement qu'elle était quelqu'un de spécial et que je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme elle. Quant à l'idée de jeûner pendant 1 mois, il n'a pas eu à y penser 2 fois non plus. Et maintenant, vers la fin du mois saint de l'islam, jeûner est devenu plus facile pour le couple. Ce n'est pas une course, vous savez, je ne pense pas. L'Eid est presque là, ou combien de jours il nous reste? Eh bien, moi j'ai une application, l'application Muslim Pro, et tous les jours sont comptés. Je n'ai pas inventé cette application. Qu'en est-il de son fils Jeremiah? Jeûne-t-il également? Non, je ne participe pas au Ramadan. Bien que Jeremiah grandisse dans une maison musulmane, Ariam, que Jeremiah appelle maman depuis le mariage de son père, est d'accord avec son mari et son fils adoptif. C'est à lui de choisir la religion qui lui convient, jeûne ou pas jeûne. Et pour ceux qui observent le Ramadan, encore quelques jours, la fin c'est vendredi. Une étude et un cri d'alarme tout à la fois. Au cours des 12 dernières années, 9 des 13 plus vieux baobabs sont partiellement ou totalement morts, selon une étude menée par un universitaire roumain entre 2005 et 2017. Parmi eux, Panke, au Zimbabwe, le plus vieux, 2450 ans. L'arbre de Platland, d'Afrique du Sud, l'un des plus gros au monde, avec un tronc de plus de 10 mètres de diamètre, et le célèbre baobab Chapman du Botswana, sur lequel Livingstone grava ses initiales. Il est classé monument national. Les chercheurs évoquent le dérèglement climatique comme possible cause de cette disparition d'une ampleur sans précédent. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez John Lyndon. Belle soirée sur VOA Afrique.